Que reste-t-il de nos convictions écologiques? Comment les Français s'adaptent face à l'inflation? Quel est le rôle des marques dans une période aussi troublée? Voici toutes les questions auxquelles on va chercher de répondre aujourd'hui. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Hervé. Salut Hervé, tu vas Bonjour, bien? bonjour Thomas. Oui, ça va, merci. Merci de ton invitation. Écoute, bienvenue, ou bien plutôt bienvenue de retour à UV, parce Mm. que tu avais déjà eu l'occasion de venir ici. Tu es directeur de Moaï, qui est le cabinet d'études, l'Institut d'études plus exactement, Mm. du groupe The Links, nos voisins, nos frères, on peut même le dire. C'est ça, nos voilà, voisins de palier. juste, euh, juste en dessous Mm. désormais. Comme chaque année, depuis maintenant quelques années, en tout cas depuis UV existe et puis même depuis un moment, vous publiez l'Explorateur, qui est un baromètre des comportements de Mm. consommation des Français. Vous faites ça depuis un moment, depuis 2020. Est-ce que tu veux revenir d'abord présenter justement ce projet plus spécifiquement? Ouais, non, en fait, l'histoire commence en 2019 où on réfléchissait à la façon dont on pouvait prendre la parole tout en appuyant nos convictions sur des données qui nous appartenaient. Et donc, on avait lancé une étude fin 2019 sur le comportement de consommation des Français, une étude assez large, et puis arrivé, bien évidemment, au moment de la publier, l'impact du Covid. Et c'est là où on s'est aperçu que finalement, les comportements de consommation des Français, ils évoluaient assez rapidement dans le temps. Alors, il faut dire que l'actualité nous a aidés Ah, il, aussi. il s'est passé deux, Il trois, s'est deux, trois trucs deux, ces trois derniers trucs temps. depuis 2020. Donc, naturellement, cette étude, elle est devenue un baromètre. Et donc, tous les ans, on publie les grands faits, les grandes tendances du comportement de consommation des Français. Alors, c'est une étude qui nous sert à nous, Moaï, parce que dans le cadre de nos études, de nos analyses, on a besoin aussi de comprendre ce qui se passe, d'accompagner les marques et de leur dire qu'au-delà de leurs clients, voilà l'univers dans lequel ils interviennent. Et puis, plus globalement, ça sert au groupe The Links. On est ravis de partager ces chiffres-là aujourd'hui avec toi. Mais également, plus globalement, je sais que ce soit tête à tête ou l'agence, vous utilisez régulièrement ces chiffres. Cette étude, comme tu t'en doutes, moi, Mm. en tant que planeur stratégique, il y a J'imagine. une bonne partie de mon temps qui est consacrée justement à comprendre ces comportements de consommation, à avoir aussi, au-delà de mes propres intuitions, avoir justement des chiffres qui viennent pouvoir l'appuyer. Et forcément, cette étude, elle est riche. Riche d'abord parce qu'elle est très complète. C'est pas nécessairement le cas, mais c'était déjà une Mm. première raison. J'invite Oui. chacun à aller explorer Mm. l'explorateur maintenant qu'il est sorti. Mais au-delà du fait qu'il est complet, ce qui est intéressant en effet, c'est qu'il y a une démarche de baromètre. Il y a un suivi dans le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce que je te propose Mm. justement de revenir un petit peu sur cette chronologie ces dernières années. Finalement, quelles ont été les grandes conclusions des différentes éditions? Ouais, alors je vais mettre l'édition de 2020 de côté parce qu'on l'a publiée en 2020, mais sur une étude Oui. de 2019. Donc, si on prend appui à partir de 2021, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, il y a eu un fait marquant. Alors, bien évidemment, il y a des tendances de fond. On y reviendra pendant Mm. cette UV qu'on retrouve d'année en année, mais il y a toujours quelque chose de différent, de singulier qui vient marquer l'année, mais aussi qui vient expliquer que l'environnement dans lequel les marques communiquent n'est pas simple parce que ça évolue vite. Donc, si on parle de 2021, c'est la sortie de la pandémie. Tout le monde avait passé son temps à ranger sa maison, vider ses placards. Et en fait, on avait senti l'envie d'en profiter. Il y avait un besoin de lâcher prise, de revivre. Et donc, dans la consommation, on a vu beaucoup les thèmes du loisir ressortir, les sorties, les vacances, refaire son intérieur après l'avoir rangé. Donc ça, c'était vraiment 2021. Et puis, 2022, là, tout de suite, il y a vraiment une bascule importante. Je dirais le consommateur s'égocentre. Euh, Pourquoi ? Parce qu'après avoir été généreux, après avoir consommé local, après avoir fréquenté la petite boutique du coin, eh bien, il se recentre sur des attitudes beaucoup plus consomméristes. Je dirais, chasser le naturel, il revient au galop, il est beaucoup moins dans le don. Enfin, voilà, il se recentre sur lui-même. Et ce recentrage, il était totalement assumé en 2022. Et en 2023, il est toujours là, mais il est subi. C'est-à-dire qu'on passe d'un comportement qui est assumé. Voilà, au bout d'une année d'hédonisme, on revient sur des choses un peu plus égocentriques. Mais là, en 2023, c'est l'inflation, c'est les crises politiques qui font que le consommateur se voit contraint dans ses choix. Et donc, il se recentre sur des choses beaucoup plus personnelles. Mais là, il l'assume beaucoup moins. Et donc, il voit sa consommation de loisirs très nettement perturbée pour revenir sur des fondamentaux de la consommation et notamment du côté de l'alimentation. Hmm. Après 2020 vient 2021 et ainsi de suite. T'imagines bien que forcément, sans plus de suspense, on aimerait savoir ce que l'étude a pu révéler donc pour 2024. Quelles ont été les grandes tendances observées? Alors 2024,
la première tendance, bien évidemment, on ne peut pas parler de l'inflation. Enfin, on ne pourrait ne pas parler de 2024 sans parler de l'inflation, puisque ça reste encore la préoccupation majeure des Français. 77%, je vais essayer de donner assez peu de chiffres, mais moi je suis statisticien d'origine, donc je sais bien que je ne peux pas lutter contre ta nature là-dessus. Je vais essayer d'en donner très peu, mais celui-ci il me paraît important. 77% des Français disent que leur pouvoir d'achat a chuté au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est vraiment la fin du mois reste une problématique importante. C'est vrai qu'on a tendance à parler de la baisse de l'inflation parce qu'en effet, elle fut moins forte qu'en 2023. On ne peut pas faire non plus comme si tout était réglé et qu'elle n'existait pas. Il y a encore une tension qui est forte et qui continue de s'accentuer, donc au moins pour ces 77%. Voilà. Et puis, donc ça, c'est plutôt, je dirais, un élément de continuité par rapport à 2023. Par contre, ce qui est nouveau en 2024, c'est le côté anxiogène de l'environnement politique essentiellement et international. Hein, le conflit en Ukraine qui perdure, le conflit israélo-palestinien qui est venu s'implémenter là-dessus, les tensions qu'il peut y avoir en Asie. Ça conduit aujourd'hui près de 8 Français sur 10 à dire que la guerre en Europe est tout à fait possible dans les 5 prochaines années. Donc il y a une dimension anxiogène qui est bien présente. A fortiori en France, hein, on le sait, hein, dans toutes les études sociologiques, le français est un acteur qui est plus stressé, plus inquiet que la moyenne européenne, mais là, c'est vraiment le cas. Donc, on est face à une morosité ambiante, et donc on retrouve l'élément qu'on avait déjà en 2023. La première priorité d'une partie des Français, c'est d'abord d'épargner, de pouvoir mettre de côté pour être en capacité de subvenir à des difficultés qu'ils anticipent. Et d'ailleurs, ça reste la priorité. 66% des Français nous disent voilà, épargner, c'est une de mes priorités. D'ailleurs, même un tiers, c'est la première de leurs priorités. Ouais. Et l'autre élément, c'est quand même aussi de finir la fin du mois, on en a parlé. Et puis, quand même, apparaît la volonté de se recentrer sur sa famille. Voilà, dans ce contexte un petit peu anxiogène, eh bien, voilà, la cellule familiale devient un lieu de havre de paix. Et donc, reconsommer, loisirs, parler de voyage, mais dans la cellule familiale, devient la deuxième priorité des Français après l'épargne. Donc ça, c'est pour 15% des Français le citent en premier quand même. Donc c'est nouveau. Et ça, c'est un élément marquant. Ce qui fait qu'on va avoir le dernier élément de 2024 qu'il faut retenir, c'est finalement des stratégies à la fois de maintenir son pouvoir d'achat, gérer son pouvoir d'achat, tout en allant chercher un petit peu de consommation hédoniste, chercher à se refaire plaisir, parce que la dernière fois qu'on a parlé de se faire plaisir, c'était en 2021. Il y a eu 2022-2023 qui est venu un peu perturber ça. Donc il y a quand même ce besoin, c'est quelque part irrépressible de se faire plaisir. Et donc on assume maintenant de façon plus marquée l'individualisme. Voilà, je vais me faire plaisir, quitte à ce que ce ne soit pas forcément conforme à une partie de mes convictions, et notamment vis-à-vis de la problématique de la planète. Et on perçoit quand même chez un certain nombre de Français que le colibri de Pierre Rabhi est en train de faire un burn-out et il est en train de... ce qu'on appelle, nous, le syndrome de la fourmi. Syndrome de la fourmi, c'est... c'est quoi le syndrome de la fourmi ? C'est la phrase type qu'on avait dans un des verbatims, c'est je ne suis qu'une toute petite fourmi sur cette planète, en quoi mes actes du quotidien vont-ils changer quoi que ce soit à cette planète. Ouais. Donc, c'est l'anti-colibri, la métaphore de la fourmi. Exactement, mais donc ça, on en reparlera, mais effectivement, c'est un point marquant qu'on a identifié cette année. En effet, on va y venir sur ces enjeux de responsabilité, de consommateurs engagés ou non. Mais au cœur, tu as raison, il y a d'abord cette tension forcément entre des envies de consommation, de pouvoir se faire plaisir ou en tout cas de pouvoir mener certains projets. Et de l'autre côté, forcément, une tension économique. Et tu le disais, alors forcément ce terme-là accroche mon oreille directement, le fait qu'il y ait des stratégies des consommateurs qui soient mis en place. Alors les choses se font de manière plus ou moins consciente, tout à fait en partie inconsciente. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort qui a toujours été là. En réalité, on a toujours été forcément dans une dynamique un peu paradoxale vis-à-vis de ça, même en mettant en dehors la dimension responsable. Mais je trouve qu'on sent qu'on est et individuellement et collectivement ici en partie morcelé, en partie écartelé justement entre des stratégies d'un côté de maximisation à travers les soldes qui restent encore très recherchés, à travers les coupons de réduction, à travers toute cette logique de maximisation du pouvoir d'achat d'un côté.
De l'autre, une logique qui est plus de compensation et justement d'essayer de pouvoir, y compris quand on a peu de moyens, aller chercher du Mm, plaisir dans sa consommation, tout à fait. quitte à le faire d'ailleurs aux dépens de certains pans de dépenses. Et donc on sent bien qu'il y a une logique ici de compensation, y compris pour se rappeler d'ailleurs, je crois, à soi qu'on est encore dans le champ de la Mm, consommation. On fait encore partie oui, de cette c'est un catégorie. marqueur. Voilà, C'est un marqueur. c'est ça. Mm, C'est face à la peur du déclassement, mm, on est encore en capacité de se faire plaisir, mm, y compris sur des choses qui peuvent sembler peu utiles, y compris en faisant certains sacrifices. Et je trouve ça assez fort, en fait, ce dernier pan, qui est presque une forme de distinction. Je trouve qu'il y a une dernière stratégie, donc qui est très, très, très bourdieusienne, mais qui montre que chacun a besoin aussi de montrer que, voilà, que malgré des tensions qui sont plus fortes qu'hier, on a encore besoin de montrer qu'on est en capacité de mm, consommation, et pour certains, pour des classes supérieures, au-delà de la consommation, se fait dans des non-consommations parfois, justement, de j'ai pas besoin d'une mm, voiture et j'ai pas besoin de ça. Je trouve que les choix sont encore plus mm. subtils et demandent peut-être plus de code que réellement d'argent. Mais il y a ces trois dynamiques en réalité qu'on vit tous et qui sont pas aussi ternaires que ça. On a chacun ici une part de paradoxe qui se retrouve et Mm. qui est très fort, très en tension. Tu le disais, c'est particulièrement le cas sur l'alimentation. En effet, c'est là où on le voit beaucoup au niveau des marques d'ailleurs, où il y a un vrai champ de bataille qui s'est ouvert. J'imagine que l'étude aussi montre cette cristallisation sur l'alimentation. Oui, tout à fait, parce qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais notre étude, elle porte sur tous les pans de la consommation des Français. Donc, bien évidemment, on regarde spécifiquement l'alimentation, mais on a aussi des mesures sur l'électroménager, l'habillement. Voilà, tous les pans principaux de la consommation sont analysés. Et c'est sûr que l'alimentation, c'est le très bon exemple, parce que on voit des différences de comportement chez, alors, chez les consommateurs français, parce que le dogme du consommateur n'existe pas réellement. Et d'ailleurs, dans l'explorateur qu'on vient de publier, derrière cette analyse macro qu'on partage ensemble aujourd'hui, il y a aussi une analyse par personnel. Et on voit bien que on a été en capacité, nous, de mettre en avant 6 profils types de consommateurs français qui sont liés à des caractéristiques sociodémographiques, mais aussi liés à des convictions et liés à de la réalité quotidienne et notamment économique de certains profils. Mais j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder sur notre site internet, télécharger l'explorateur pour aller regarder après comment les stratégies se mettent en place, comme tu disais, que ce soit en maximisation ou en compensation. C'est vrai qu'il y a à la fois une lecture, donc, alors à la fois des données globales, notamment on l'évoquait sur la perception de l'avenir ou du Mm, climat actuel. Il y a une logique sectorielle, on va en mm, parler sur l'alimentation, et il y a cette logique qui est très structurante finalement, avec ces différents profils, ces différents personnages ouais, qu'on peut suivre, et qui est une super base de mm, travail, il faut le dire aussi d'ailleurs, pour des mm. communicants, pour des marketeurs, tout à fait. Ouais. Donc ça, quelque part, je vous invite à le découvrir en téléchargeant l'explorateur. Et donc, si on reste sur un niveau macro, effectivement, on revient sur la question de l'alimentation. Exactement. C'est vraiment la stratégie de comportement et d'arbitrage entre plaisir et frustration, voire même restriction. En fait, ce qu'on constate, c'est que le plaisir, oui, le plaisir surtout sur l'alimentation, le français restera le français, indéniablement. Et donc l'alimentation résonne vraiment comme le plaisir d'acheter. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que lorsqu'on leur demande aux Français quel est le lieu désigné comme le lieu d'achat plaisir, ce qu'ils mettent vraiment en avant, encore plus que les autres années, c'est le marché. Donc c'est vraiment l'endroit où on prend le temps, où cette consommation est associée à des temps de plaisir. Ouais, malgré toute la digitalisation des achats, le développement du discount, ou ce genre de choses, en réalité, ce qui reste le lieu symbolique du plaisir, c'est celui-ci, quoi. Alors, comme tu le dis, c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il Ouais, l'associe à cette notion de plaisir. C'est pas pour ça qu'ils le fréquentent au quotidien, mais en tout cas, voilà, quand on leur demande à quoi ils associent la notion de plaisir dans l'achat, c'est vraiment le marché. Et en même temps, c'est vraiment une symbolique parce que jusqu'alors, le deuxième lieu cité, c'était le petit commerçant du coin et qui a été totalement détrôné cette année. Et la GMS, l'hypermarché, revient en force et devient le deuxième lieu, qui est aussi maintenant associé à un lieu de plaisir. Comme je disais tout à l'heure, on assume un certain nombre de choses. Et ça peut être, ça peut être aussi associé à un moment de plaisir. Et puis les stratégies d'ailleurs des marques distributeurs des distributeurs sont là pour ça, hein. Il y a aussi des corners de seconde main. Enfin, il y a toute une stratégie qui se met en place. C'est vrai qu'il y a de Mm. grosses avancées qui ont été faites. Il y a un certain retour de l'hypermarché et du supermarché qu'on était un petit peu en train Mm. d'abandonner, en partie parce qu'il y avait des reculs d'ailleurs, des ventes à ce niveau-là.
et où je trouve, notamment dans certaines régions, à quel point on commence à comprendre que ces lieux sont aussi de fait devenus des nouvelles places du village, des nouveaux lieux et de consommation et de plaisir, oui, mais aussi des lieux de sociabilisation, quelque chose sur le qu'on n'avait sans doute pas Tout à identifié fait. aussi clairement fut un temps. À quel point ces lieux-là, alors sans doute que ça n'a pas le charme du marché, mais ça reste un lieu aussi où on voit des personnes, où on s'ouvre Mm. à d'autres choses, aux marques, mais pas que. Mm. Donc en tout cas, c'est un élément assez marquant de l'année 2024 où ressort ce, ce- ce lieu de supermarché comme étant associé à la fois au plaisir. Après, on ne va pas idéaliser non plus la consommation dans l'alimentation pour les Français à date, hein. Beaucoup nous font aussi part de tensions, voire de frustration. 45% nous disent qu'ils ne mangent pas l'alimentation qu'ils souhaiteraient parce qu'elle est devenue trop chère. Et c'est particulièrement vrai sur une liste de produits. Donc en fait, on leur a posé la question, au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté ou consommé plus souvent, moins souvent, ou ni plus ni moins qu'auparavant, un certain nombre de produits. Et on liste des produits et on fait le différentiel entre plus et moins. Et en fait, on a quand même des produits tels que la viande rouge, les sodas, les plats préparés, mais aussi l'alcool, assez étonnamment. Ouais, On est sur des forts déficits. C'est-à-dire que l'indicateur est négatif, c'est-à-dire que la proportion de Français qui disent qu'ils en mangent moins qu'auparavant est beaucoup plus forte que ceux qui disent qu'ils en mangent plus. Donc il y a vraiment des secteurs comme ça. Alors la viande rouge, on l'avait déjà identifiée en 2023, c'est toujours aussi vrai en 2024. Donc par effet cumulatif, on a vraiment une baisse de la consommation de ces produits-là. ouais. Ça, c'est vrai qu'on en a longtemps Mm. parlé de ce concept de meat peak, le Mm. côté de la consommation maximale de viande où finalement on pourrait difficilement aller plus loin. On y est. Et ça y est, en fait, en réalité, on l'a même déjà atteint et c'est Tout à derrière fait. nous depuis au Ouais. moins 2 ans. Donc. Ouais. Et inversement, les produits qui sont plus consommés, on voit bien que là, il y a un élément de contrainte lié au pouvoir d'achat, puisque ce qu'on va retrouver, c'est les marques distributeurs, les produits dits anti-gaspi, tu sais, les corners où les DLC arrivent en limite, les féculents ou bien encore les marques distributeurs. Donc on voit bien que cette stratégie de choix, elle se met en place. Donc il y a quand même cette notion de plaisir. Je vais me faire plaisir de temps en temps, mais puisque je maximise dans le mois ce peu de temps de plaisir, derrière, je suis contraint, je suis frustré, et donc je suis obligé d'arbitrer, donc de choisir ces produits-là. Donc c'est vraiment très illustratif l'alimentation pour montrer ces différents niveaux de stratégie. De ces choix et de ces tensions sur certains produits. Bien sûr, ce contraste là entre à la fois quelque chose de l'ordre de la contrainte et de la volonté par le plaisir, c'est très structurant. C'est pas tout nouveau de cette année, mais on voit bien que c'est encore plus structurant. On le voit dans l'alimentation, on le voit aussi dans d'autres secteurs. Je pense notamment à l'habillement, à l'électroménager, où bien sûr c'est le même portefeuille, donc on a les mêmes contraintes, mais on voit d'autres mécaniques d'adaptation, d'autres stratégies d'adaptation ici. Je pense notamment à la seconde main ici sur ces marchés de l'habillement et de l'électroménager. Là aussi, c'est des choses que vous avez observées très tôt, qui connaissent une évolution et qui, là, aujourd'hui, même atteignent une certaine maturité, on peut le dire, non sans contrainte. Je trouve que c'est très, très clair cette année. Alors cette année, c'est vraiment très clair. Alors d'un point de vue macroéconomique, oui, le marché de la seconde main est en train d'exploser en France, hein. Il était mesuré à 1 milliard d'euros il y a 5 ans, et là, il va passer à plus de 7 milliards d'euros. Donc ça devient un marché en tant que tel, tant sur l'habillement que sur l'électroménager. Donc ça, en tout cas, les Français l'assument, hein. Ils nous disent qu'ils mettent en place des... Oui, enfin, la seconde main est devenue une habitude dans leur mode de Puis c'est vrai que les marques ont aussi, consommation. ça y est, joué le jeu. On a longtemps un petit peu hésité. Et là, en fait, en réalité, ça y est, on voit des Decathlon, des Carrefour, d'autres aussi prendre les choses en main et mettre des corners seconde main, finalement accompagner cette pratique de consommation qui est déjà là en les intégrant directement à leur modèle. Mais là-dessus, sur la question de la seconde main, il ne faut pas nécessairement avoir en tête que ce soit nécessairement synonyme de comportement vertueux. Je vais m'expliquer par rapport à ça. En fait, on dit qu'il y a 86% des Français qui nous disent qu'ils pratiquent la seconde main. 54% font des achats de seconde main. 25% nous disent souvent, et 64% même l'intention de le faire, parmi ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et la revente est un peu plus importante. 63% des Français nous disent avoir pris l'habitude de revendre des produits de seconde main.
Mais alors, à quoi ça déjà peut-être première question, à quoi ça sert dans quelle logique ça se met en place? À Oui. quoi l'argent qu'on récupère à travers cette vente, à quoi ça sert? En fait, ça sert pour 35% des Français à boucler la fin du mois. Donc on retrouve cette implication liée à l'inflation. 35% réachètent des produits de seconde main. Donc en fait, ils rentrent dans le cercle quelque part vertueux de la seconde main. Mais 31% disent que c'est pour financer un projet de loisir, pour pouvoir se capitaliser, avoir un petit pactole pour pouvoir derrière se lancer dans l'achat plaisir. Et puis 30% aussi nous disent qu'ils achètent des produits neufs de qualité équivalente, voire meilleure, grâce à ce petit pactole. Alors, pour les statisticiens d'entre vous, la somme, ça fait plus de 100% parce qu'ils pouvaient faire plusieurs choix. C'est bon. On n'aura pas de réclamation de statisticiens cette fois-ci. Et alors, voilà, en tout cas, cette logique de seconde main, elle est pas cette stratégie, elle n'est pas mise en place uniquement pour au bénéfice de la planète et dans une stratégie vertueuse. C'est aussi là, à nouveau, pour certains contraints et puis d'autres pour pouvoir se dégager de l'achat plaisir. Et c'est vrai qu'il y a souvent une confusion finalement là-dessus, ou peut-être une mauvaise interprétation du fait que la seconde main, le premier moteur, voire le seul moteur, pouvait être uniquement celui d'avancer vers une forme de déconsommation, ou voire aussi de rendre service à des personnes, ce qui a longtemps été le cas par exemple avec le don, finalement, on voit bien qu'il a connu un net recul, pas juste cette année, mais depuis quelques temps. Voilà, je pense qu'on a trop vite associé ce qui est une consommation encore alternative, puisque ça reste quand même un modèle alternatif et parce que minoritaire, à une consommation responsable, ou en tout cas comme uniquement une consommation responsable. Les choses s'éclairent un petit peu, je trouve, aujourd'hui. C'est particulièrement le cas avec des modèles qui sont, je trouve, aujourd'hui contestés. Je pense à Vinted, par exemple, parce que voilà, c'est l'acteur sur l'habillement qui à la fois permet un nouveau cycle à certains vêtements, et en même temps il y a de plus en plus de voix qui se lèvent comme quoi ça participe aussi à une forme de surconsommation. Je crois que l'étude d'ailleurs montre un petit peu, évalue un petit peu les enjeux là aussi pour Vinted, enfin des consommateurs, consommatrices Vinted. Là aussi on voit bien qu'il y a une forme de paradoxe, ou en tout cas il ne faut pas se tromper sur l'interprétation qu'on a de cette pratique. Pour paraphraser un petit peu ce que tu viens de dire, je dirais qu'en fait à la fois, ce qu'on constate, c'est qu'on revend ces produits, mais ce n'est pas pour ça que les placards se vident. C'est un peu ça la problématique, puisque la montée en puissance de la seconde main ne réduit pas la production du neuf. Enfin, le marché de la consommation du neuf est toujours là. En fait, le constat est assez simple. En fait, on voyait à l'instant que les 2 tiers ne rachètent pas forcément de meilleure qualité. Ce que je disais tout à l'heure, on rachète, mais pas forcément de meilleure qualité. Et d'ailleurs, la majorité des vêtements proposés à la vente sur les plateformes sont issus de la fast fashion. Donc, on voit bien, comme tu disais, ce Vinted qui vient alimenter cette dimension-là. On a un chiffre que je trouvais intéressant. 87% des Français qui achètent sur les sites tels que Shein ou Temu pratiquent en parallèle l'économie circulaire. Donc voilà, cette fast fashion, cette fast consommation, elle vient alimenter aussi l'univers de la seconde main. Donc quelque part, en fait, les consommateurs ont l'impression de faire une bonne action écologique et se déculpabilisent grâce à la seconde main. Alors on parle de crédit moral justement pour ça, pour avoir cette logique dont je me déculpabilise d'un côté, pour de l'autre côté permettre certaines choses. J'imagine, en tout cas je crois aussi pour beaucoup qu'en réalité les personnes n'y voient pas nécessairement de paradoxe, puisque la première motivation est avant tout de pouvoir arrondir ses fins de mois, ou en tout cas récupérer davantage de pouvoir d'achat. Donc j'imagine que certaines personnes sont fondamentalement contrariées de ne pas pouvoir être pleinement alignées avec leurs convictions. Je pense que pour beaucoup, en réalité, les modèles peuvent tout à fait cohabiter. En tout cas, ça montre bien ici un petit peu cette difficulté aussi à la fois à changer nos modes de consommation sans qu'il y ait une logique, un modèle de consommation, un profil de compensation, pardon, qu'on peut vite retrouver avec finalement un effet rebond où on se retrouve à acheter davantage parce qu'on a réussi à économiser d'un autre côté.
justement, cette responsabilité, ce que vous appelez régulièrement dans l'explorateur cet esprit conso-victeur, qui Mmh. est donc cet esprit de consommation responsable, ou en tout cas qui veut donner du sens à Mmh. ses achats. C'est peut-être plus exactement Mmh. comme ça qu'on peut Oui. Mmh. définir cette tendance, ce profil ici. Comment il évolue? On devine que ces motivations-là sont aujourd'hui en partie contrariées. Comment ça se traduit Mmh. dans l'étude? Alors, oui, enfin, ça reste toujours présent quand même. Enfin, le consommateur est conscient. Enfin, les consommateurs français savent que voilà, ils sont sur une planète et que cette planète, elle a des ressources limitées. Mais c'est vrai que depuis 2023, cette notion de consommateur responsable, elle est un petit peu égratignée. Comme je disais en introduction, voilà, on assume quand même un certain nombre d'achats plaisir. Voilà, on en a besoin. D'ailleurs, finalement, quand on leur parle de RSE, ils ne sont que 12% à savoir exactement de quoi ils en retournent, hein. Donc, ce sont encore des concepts qui sont flous, alors qu'ils ont quand même quelques années derrière nous. Euh, 42% nous disent qu'ils recherchent des informations sur les, la responsabilité des marques quand ils sont dans leur logique d'achat. Alors, ça va être un peu moins vrai dans l'alimentation, mais un peu plus vrai dans l'électroménager, dans le numérique. Mhm. Donc, c'est présent, mais c'est pas encore majoritaire. Et c'est surtout, c'est le plus faible taux depuis 2020. Donc, Ouais. cette notion-là, elle s'érode au fur et à mesure. Elle a été très présente post-Covid et elle a tendance à diminuer. C'est vrai qu'il Alors, faut aussi avoir, enfin, faut avoir le privilège de pouvoir encore avoir le choix et mm, donc de comparer les prix ou comparer les critères. Ben, on le sait, pour beaucoup de Français, finalement, déjà, le fait de pouvoir acheter est une mm, bonne chose et c'est pas le cas pour tous. Et le fait de pouvoir comparer les mm, prix ou de pas nécessairement acheter le mieux disant en matière de prix est encore un mm, autre, un autre petit privilège. Après, on parle de 42%, 42%, oui, c'est ça mm, le chiffre, donc ça mm. représente quand même, c'est C'est pas encore un anodin. critère pour une part quand Oui, même c'est pas considérable des anodin. Français. Et d'ailleurs, on leur posait la question, on leur demandait, mais qu'est-ce que vous regardez pour... on leur listait 15 critères pour leur demander, mais quand vous parlez d'achat responsable, quels sont les éléments que vous regardez? En fait, la difficulté pour les marques, c'est que c'est très disparate. On pourrait se dire, bah, pour l'alimentation, il suffit d'un label. Mm. Mais en fait, le label, il est positionné qu'en 11e position. Donc c'est quand même très loin, hein. Si on proposait 15 propositions, donc 11 sur 15, c'est quand même très loin. Finalement, ce qui va remonter en premier, c'est des items, je dirais, assez classiques euh, sur la bonne rémunération des fournisseurs et des producteurs, notamment côté alimentation. Ça va être les conditions de travail des salariés. Mm. Enfin, voilà, ça va Mais être... c'est vraiment intéressant, ça, vraiment, que ça remonte. Le Mm, fait d'avoir conscience que l'achat d'un produit, bien sûr, a un impact, lui, en tant que tel, mm, RSE, mais aussi un impact sur les personnes mm, qui le fabriquent, qui le mm. distribuent. Je trouve que là-dessus, il y a une vraie montée en compréhension, en connaissance qui s'est fait. Et donc, ça rend difficile la communication des marques autour de ces sujets-là, parce que Oui. estampiller un label, ça n'est plus suffisant. Mm. On, on- on- on a des doutes vis-à-vis de ces labels. D'ailleurs, il y en a tellement parfois qu'on Oui. s'y perd. Et donc, voilà, trouver une stratégie de communication, parce que ça reste quand même important. On ne peut pas dénuer la réalité écologique actuelle. Donc, il faut que les marques communiquent sur le sujet, mais c'est comment comment les marques vont arriver à accrocher le consommateur sur ces sujets-là. Il n'y a pas de vérité aujourd'hui. Non. Ben justement, je trouve que c'est un moment intéressant pour moi, pour les marques, parce que je trouve qu'il y a ici une belle mise à l'épreuve. C'est-à-dire, voilà, il y a eu, on l'a senti, un certain engouement, y compris avant le Covid, parlons d'engagement, de Mm. responsabilité des Mm. marques, et donc beaucoup de prises de parole, beaucoup de prises de parole, et beaucoup de briefs sur ce sujet, Mm. et tant mieux, c'est une bonne Mm. chose. Sans doute qu'il y avait quelque chose qui était aussi dans l'air du temps il y a quelques années là-dessus, et ça tombe bien, puisqu'en effet, c'est pas simplement ici un air du temps, c'est un impératif Mm. écologique de toute Ah oui. manière. Aujourd'hui, on le voit, il y a des tensions économiques. Et donc, bien sûr, il pourrait sembler logique d'adapter une partie des messages des marques davantage sur ces aspects économiques. Oui, sans doute qu'il faut en effet ici prendre en compte la réalité et le quotidien au jour J des consommateurs. De l'autre côté, je trouve qu'ici, c'est une petite mise à l'épreuve des marques Mm. pour savoir Tout à fait. justement ce qu'on leur a reproché, c'est-à-dire le manque de Mm. sincérité et l'opportunisme ici d'intervenir sur ces sujets simplement parce que c'était la mode, entre Mm. guillemets. Eh bien, c'est le bon moment de voir en quelle mesure c'est un projet de Mm. transformation qui était réellement sincère et que les marques soient vraiment portées, d'avoir vraiment une logique de transformation, ou est-ce que c'était en effet un simple rebond opportuniste. Je trouve que
le moment dans lequel on vit, qui pour le coup là est vraiment cette année ou dans les mois qui viennent, et le bon moment ici, une bonne mise à l'épreuve pour savoir, pour trier l'opportunisme d'un côté et les personnes ou les marques profondément sincères ici dans leur démarche, celles qui sont prêtes à garder ce rôle de phare, celles qui veulent continuer à nous emmener vers un avenir positif, celles qui veulent vraiment avoir accompagné cette transformation et vraiment dans une logique ici de désirabilité et pas simplement de contrainte qui est aujourd'hui économique et qu'on pourrait imaginer à très court terme écologique. Non, au contraire, que les choses se fassent de manière et volontariste et positive et vraiment en collaboration, justement en connivence aussi avec les Français. Justement, cet avenir, puisque là, on a traversé 2020, 2021, 2022, 2023 et surtout 2024, bien sûr. Comment tu le perçois? Ça peut être quoi les grandes intuitions que tu pourras avoir? Alors, je ne suis pas Nostradamus. Ah, j'adore cette question parce qu'on me la pose très souvent en tant que planeur et je la Bah oui. déteste. Du coup, j'adore la poser à des gens comme ça dans des podcasts. Alors, et puis voilà, la crise politique qu'on vient de traverser cet été nous a montré que voilà, une vérité d'un jour n'est pas forcément celle du, C'est vrai, celle du lendemain. l'actualité nous pousse à l'humilité. Alors, en fait, plutôt quelle est ma vision des choses, je dirais que nous, on a interrogé quand même un peu les Français là-dessus. Et on les a invités à se projeter comme ils imaginent un certain nombre de choses dans 5 ans. Un chiffre, moi, qui m'a marqué, c'est que plus d'un tiers des Français, par exemple, imaginent que la pénurie d'eau sera une réalité pour tous les Français dans 5 ans. Donc, finalement, on a dit pendant ce podcast qu'il y avait une relativité de la prise de conscience écologique, mais finalement, quand on fait ce travail de projection, elle est quand même toujours bien présente, et quelque part, heureusement. Mais après, je dirais qu'ils se projettent dans un avenir parfois anxiogène, et ils ne sont pas du tout dans un avenir idéaliste. Par exemple, on leur a demandé est-ce que dans 5 ans, les voitures volantes, les taxis volants qui n'ont pas réussi à voir le jour aux Jeux Olympiques seront là dans 5 ans. Non, ils sont très dubitatifs là-dessus. Et puis, où il y a vraiment une fracture de projection, c'est vraiment sur l'impact de l'intelligence artificielle dans leur quotidien professionnel, personnel. On voit vraiment des très fortes différenciations socio-logiques, notamment liées à la CSP et au niveau de revenus. Donc, aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est que le brouillard est encore très ténu et c'est compliqué de se projeter. Ce qui est certain, c'est que d'année en année, on va voir des évolutions assez fortes comme on l'a déjà vu, et donc ça légitime totalement le fait que l'explorateur a encore de beaux jours devant lui. Exactement, c'est pour ça que je suis déjà impatient de te retrouver l'année prochaine pour justement savoir ce que 2005 nous réservera. Et donc, ce sera le prochain épisode d'ici un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et pour ton éclairage. Merci Thomas. Et donc, on l'a évoqué plusieurs fois, mais bien sûr, je vous invite à tous retrouver l'Explorateur, cette nouvelle édition, sur le site de Moai, moai-études, études avec un S, il me semble. .fr. .fr, exactement. Merci beaucoup. Merci.